Bonjour, ceci est le cours pour la classe de Terminale 2S3 du 28 mai. On commence à la correction du numéro 1, page 325. Mais mon tableau ne marche pas. Hop, voilà. Donc, on commence par la correction du numéro 1, page 325. On commence par calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc le vecteur AB, on met les coordonnées du point B, 1, 0 et moins 1, auquel on retire les coordonnées du point A, c'est-à-dire 2, moins 1 et 3, ce qui donne moins 2, plus 1 et moins 3, ce qui donne pour coordonnées du vecteur AB, moins 1, 1 et moins 4. On calcule de même les coordonnées du vecteur AC, donc les coordonnées du point C, 0, moins 1 et 2, auxquelles on retire les coordonnées du point A, donc moins 2, plus 1, moins 3. Et donc on obtient le vecteur de coordonnées moins 2, 0, moins 6. Du coup, on peut calculer AB scalaire AC en utilisant la formule x plus y plus z, ce qui fait qu'on va donc faire moins 1... c'est pas la bonne couleur que je voulais. Moins 1 fois moins 2, plus 1 fois 0, plus moins 4 fois moins 1. Et au total, on trouve un produit scalaire qui vaut 6. Du coup, on peut ensuite... donc là, on a calculé le produit scalaire d'une première façon à l'aide des coordonnées. Donc c'est toute la première partie de la question. Maintenant, on va calculer ce produit scalaire à l'aide de l'autre formule, c'est-à-dire en prenant la norme du vecteur AB, la norme du vecteur AC et le cosinus de l'angle entre AB et AC, c'est-à-dire le cosinus de l'angle θ. La norme de AB se calcule à l'aide de la formule habituelle, racine carrée des coordonnées du vecteur AB, qui correspond à xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré plus zb moins za au carré. Donc ici, on reprend les trois nombres qui sont ici et on les met au carré. Donc racine carrée de moins 1 au carré plus 1 au carré plus moins 4 au carré, ça fait racine carrée de 18, qu'on peut simplifier en 3 racines de 2 en prenant en compte que 18, c'est 9 fois 2. De la même façon, on va calculer la norme de AC, c'est donc racine carrée des coordonnées au carré de AC. Donc on va prendre les valeurs moins 2, 0 et moins 1 qu'on va mettre au carré, moins 2 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré, ce qui fait qu'on obtient la norme de AC est égale à racine de 5. Du coup, AB scalaire AC, d'après la formule de cours, c'est donc la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois l'angle ABAC, c'est-à-dire cosinus θ. Donc du coup, la norme de AB est remplacée par 3 racines de 2 qu'on a trouvé ici, et la norme de AC est remplacée par racine de 5 qu'on a trouvé ici, et cos θ reste comme ceci. Et puis on sait que ce produit scalaire, comme on l'a calculé dans la première partie, on sait que ce produit scalaire vaut 6. Donc là, si on examine la dernière partie de ce calcul, on a en fait une équation dont l'inconnu sera cos θ. Donc ici, il suffit d'isoler cos θ. Cos θ, c'est donc 6 divisé par 3 racines carrées de 2 fois racine carrée de 5, c'est-à-dire 3 racines carrées de 10 ici. On évacue le racine de 10 du dénominateur en multipliant par racine de 10 ici et racine de 10 là, ce qui fait qu'on obtient 6 racines de 10 sur 30, et au final on obtient racine de 10 sur 5 après simplification. Du coup, on peut en déduire la valeur de θ au dixième de degré près. Attention, ici c'est traître, ce sont des degrés, donc il faut régler votre calculatrice pour qu'elle se mette en degrés, et donc il faut taper cosinus moins 1 ou arc cosinus, ça dépend des calculatrices, de racine de 10 sur 5, et vous obtiendrez 50,8 degrés. Notez au passage que si vous obtenez un nombre, alors que je dise pas de bêtises, du type à une valeur approche de 0,8, je dirais, c'est que vous êtes resté en radian. Donc ici, attention, angle en degrés, donc réglez votre calculatrice. Donc voilà pour la fin de l'exercice 1. On passe maintenant à l'exercice 2. On donne les points A avec des coordonnées B et C. On vous demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC, BA scalaire BC et CA scalaire CB.
Alors la correction est un peu fastidieuse, mais on va essayer de la faire la plus vite possible. Donc avec les coordonnées, on calcule donc le vecteur AB, ses coordonnées, et le vecteur AC, ses coordonnées. Donc les coordonnées du vecteur AB après calcul, c'est 1, 0 et moins 2. Les coordonnées du vecteur AC par calcul, c'est 3, moins 1 et 0. Toujours évidemment en faisant point d'arrivée, moins point de départ au niveau des coordonnées. Du coup, on peut calculer AB scalaire AC en faisant le calcul x, x' qui donne 1 fois 3, plus y, y' qui donne 0 fois moins 1, plus moins 2 fois 0 qui fait z, z'. Et donc, on obtient AB scalaire AC qui vaut 3. De la même façon, nous allons calculer BA scalaire BC. Pour BA scalaire BC, pour le vecteur BA, inutile de le recalculer puisque le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur AB. Donc, il suffit de prendre le vecteur AB et de prendre son opposé. Donc ici, on mettra moins 1, 0 et 2. Pour le vecteur BC, on calcule les coordonnées en faisant les coordonnées de C auxquelles on enlève les coordonnées de B. Et on obtient 2, moins 1 et 2. Du coup, pour BA scalaire BC, on va donc faire x' moins 1 fois 2, qui est donc ici. 0 fois moins 1 qui est donc ici, plus 2 fois 2 qui donne 4. Et au total, on obtient donc un produit scalaire égal à 2. On passe à CA scalaire CB, et là, pour aller un peu plus vite, et pour éviter de recalculer des vecteurs qu'on a déjà calculés, CA scalaire CB, on va inverser les deux vecteurs, c'est-à-dire ici, on va dire que c'est vecteur AC scalaire BC. Donc là, c'est une propriété de cours que vous avez vu dans le plan, hein, c'est que on peut, alors je vais la mettre ici, cette propriété de cours, c'est que le produit scalaire de U scalaire V, c'est égal au produit scalaire de moins U scalaire moins V. Donc ici, je peux prendre l'opposé, tout simplement parce que moins par moins, ça fait plus. Hein. Donc du coup, en utilisant cela, je vais pouvoir calculer CA scalaire CB. Donc ça va donner 3 fois 2, moins 1 fois moins 1 plus 0 fois 2. Et ça donne CA scalaire CB égale à 7. Du coup, on demande de déterminer une valeur approchée au degré près des mesures des angles du triangle ABC. Eh bien, c'est la même méthode que l'exercice précédent. Donc, du coup, on n'oublie pas, la première chose à faire quand on voit ça, c'est de mettre sa calculatrice en mode degré si ce n'est pas encore fait. On va calculer la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la longueur du vecteur AB, puisqu'on va utiliser le fait qu'on va essayer de calculer AB scalaire AC d'une autre façon. On sait que AB scalaire AC vaut 3, mais on va essayer de le calculer avec le cosinus. Donc ici, on calcule la norme de AB. On fait donc racine carrée des coordonnées de AB, donc c'est-à-dire racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré plus moins 2 au carré, ce qui donne racine de 5. On va calculer la norme de AC, donc on prend les coordonnées ici, on les met au carré sous une racine, donc ça donne racine carrée de 3 au carré plus moins 1 au carré plus 0 au carré, on obtient racine de 10. Du coup, on va pouvoir exprimer AB scalaire AC. D'après la formule, c'est norme de AB, c'est-à-dire longueur de AB, hein, fois norme de AC cosinus de l'angle ABAC, c'est-à-dire qui correspond à cosinus de l'angle A. Et donc, on va pouvoir remplacer ceci par racine de 5, ceci par racine de 10, et on va pouvoir dire que le résultat de ce produit scalaire est égal à 3, d'après la première question ici. Donc, le cosinus de A, finalement, c'est 3 divisé par racine de 5 plus racine de 10, c'est-à-dire à 3 sur racine carrée de 50. Alors là, on pourrait arranger ça, mais ça ne servira à rien parce que nous, ce qu'on veut, c'est l'angle. Donc du coup, on fait l'angle A, on applique la fonction inverse du cosinus, c'est-à-dire arccosinus. Et donc, on fait cosinus moins 1 de 3 sur racine de 50. Et si votre calculatrice est bien réglée, vous trouverez un angle de 64,89 degrés. Et arrondi à 65 degrés. Du coup, on fait exactement la même chose pour BA scalaire BC. Donc, on calcule le vecteur BC, on calcule sa norme, et donc on trouve 3. La norme du vecteur BA sera bien entendu la même que celle du vecteur AB, donc ça sera racine de 10 qu'on a déjà calculé. BA scalaire BC, on a déjà calculé que ça valait 2 ici, donc on va dire que BA scalaire BC, c'est donc racine de 3 ici,
non, pardon, que c'est racine, où est-ce qu'il est 10 ? Racine de 10 fois racine de 3 fois cosinus b, et que ça vaut 2 d'après la question 1. Donc cosinus b, ça va être donc 2 sur racine de 5 fois 3, c'est-à-dire 2 tiers de racine de 5. Et du coup, l'angle B va être égal à l'arc cosinus de 2 sur 3 racine de 5, c'est-à-dire 72,653, c'est-à-dire environ 63 degrés. Même chose pour utiliser le produit scalaire de CACB. CACB va donc donner l'angle CACB, donc du coup l'angle C. Donc on calcule AC qui est égal à racine de 10. Là au passage on pourrait noter... on pourrait rien noter du tout. Donc AC est égal à racine de 10, donc le cosinus de l'angle C va être de 42 degrés. Voilà. Je vous laisse réfléchir à tout ça et on passe à la suite. Nous passons maintenant à la suite du cours. Nous passons au grand 2, vecteur normal à un plan. Nous allons nous intéresser à la définition, à la propriété de ce vecteur normal qui est extrêmement important dans la géométrie cartésienne de l'espace, c'est-à-dire la géométrie avec des x et des y et des z. C'est vraiment extrêmement important parce que ce vecteur normal va vraiment servir à quasiment tout. Donc allons-y. Un vecteur non nul de l'espace, qu'on appelle n, est normal à un plan, c'est pour ça qu'on l'appelle n, lorsqu'il est orthogonal à tout vecteur admettant un représentant dans P. Donc là, si on regarde un peu le dessin juste en dessous, vous avez ici un plan P, vous avez un vecteur n qui est normal au plan P, parce qu'en fait, il est normal au vecteur U et au vecteur V, par exemple, qui sont dans le plan. Donc ici, ce qui est important de comprendre, c'est que donc le vecteur est orthogonal, ici, au vecteur U, et il est aussi orthogonal au vecteur V, mais aussi à n'importe quel vecteur. Donc par exemple ici, ce vecteur-là, que je pourrais appeler W, ce vecteur W, il est normal, il est orthogonal au vecteur normal, puisque si on les met, par exemple, si on prend un représentant de n un peu plus de même origine que W. W est inclus dans le plan P, j'espère que tout le monde a compris ça. Donc ici, le vecteur va se retrouver comme ça, et là vous allez avoir un espèce d'angle droit à cet endroit-là. Donc, théorème, un vecteur non nul n de l'espace est normal à un plan P si il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de P. Donc ici, qu'est-ce que ça signifie ce théorème? Ça veut dire que lorsque vous savez qu'un vecteur est normal à un plan, alors vous pouvez affirmer qu'il est orthogonal à tous les vecteurs du plan inclus dans le plan P, mais donc en particulier à deux vecteurs orthogonaux il va être orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de P, en l'occurrence ici le vecteur U et le vecteur V. Et ça va être important parce que je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait appris, c'est que pour définir un plan, on a besoin d'un point et de deux vecteurs non collinéaires qui vont servir de base à ce plan. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, et c'est ça qui va être très utile. Donc, conclusion de cette définition et de ce théorème. La définition générale d'un vecteur normal, c'est un vecteur qui doit être orthogonal à tous les vecteurs qui sont dans P. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, et en fait, on peut dire qu'un vecteur est normal à un plan P s'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de P. Et dans le non collinéaire de P, ce qu'il faut entendre, c'est deux vecteurs qui forment une base de P. La démonstration va être faite dans ce qui suit, notamment dans le corollaire. Donc le corollaire, c'est ce qui est écrit ici, qui a été écrit par un mathématicien allemand qui s'appelle Hermann Günther Grassmann. Donc ici, ce corollaire, il dit que si une droite est orthogonale à toute droite d'un plan, eh bien c'est valable si et seulement si elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Alors ici, faisons un petit dessin pour comprendre ce que ça dit ce théorème. Imaginons un plan, on imagine une droite orthogonale à un plan, donc cette droite orthogonale à un plan, elle va être comme ceci par exemple.
Donc, et elle descend comme ceci, et elle finit comme cela. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la droite qui est ici est orthogonale au plan qui est ici, et en fait, on va pouvoir le démontrer, démontrer qu'en fait, il suffit de démontrer qu'il existe deux droites séquentes, alors deux droites séquentes que je vais mettre en rouge, ici, et par exemple une deuxième là, voilà, pour démontrer qu'en fait, si ces deux droites séquentes sont orthogonales à la droite bleue, et bien dans ces cas-là, on peut dire que la droite bleue, elle, est tout le temps orthogonale à toute droite du plan. Démonstration de ce théorème. Donc, premièrement, on va remarquer ici que c'est un si et seulement si, c'est-à-dire qu'il y a deux sens de lecture dans ce théorème. Premièrement, si une droite est orthogonale à toute droite d'un plan, alors elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan, et puis il y a la version réciproque. Si une droite est orthogonale à deux droites séquentes du plan, alors elle est orthogonale à toute droite du plan. Donc vous avez bien compris que il y a une version de ce théorème, enfin il y a un sens dans ce théorème qui est beaucoup plus facile à démontrer que l'autre, c'est bien sûr le sens direct, puisque si une droite est orthogonale à toute droite d'un plan, eh bien forcément elle est orthogonale à deux droites séquentes dans le plan, hein, puisqu'elle est orthogonale à toutes les droites. Donc le sens direct est une évidence. C'est ce qui est marqué ici. Si une droite est orthogonale à toute droite d'un plan P, alors en particulier, elle sera orthogonale à deux droites séquentes de P. La réciproque, c'est elle qui est un peu plus difficile à démontrer. C'est donc si on sait qu'une droite est orthogonale à deux droites séquentes d'un plan, alors est-ce qu'elle est forcément orthogonale à toute droite d'un plan, c'est-à-dire quand on fait la réciproque du théorème, quand on lit la première partie avant la deuxième. Voici la démonstration. On prend une droite D de vecteur directeur petit n qui va être orthogonale à deux droites D1 et D2 de P. Alors imaginons un dessin. Voici une droite D1. Voici une droite D2. Ces droites sont séquentes, elles appartiennent toutes les deux au plan P, dont je vais mettre le nom ici, et on va imaginer une troisième droite. Alors ici je vais l'imaginer qui ne va pas forcément passer par l'intersection, on va la faire passer ailleurs pour que en plus ça éclaircira un petit peu le dessin. Donc voilà, donc voici la droite D qui elle sera de vecteur directeur n, donc je vais dessiner ce vecteur directeur n, donc un vecteur directeur n qui va être ici. Donc un vecteur directeur, je rappelle, c'est un vecteur qui a la même direction. Et puis on va munir D1 et D2 de vecteurs directeurs elles aussi. Donc on va prendre par exemple le vecteur U ici. Alors pardon, je ne vais pas le passer là par contre, pour le coup je vais le mettre de même origine. Donc le vecteur U ici. Et pour la droite D2, un vecteur directeur. Hop là, il n'est pas vraiment au bon endroit. Un vecteur directeur. Allez, je le mets ici. Hop. Ah, ça ne veut pas dessiner. Bon, vous me pardonnerez, c'est un peu à côté. Alors, nous savons que les deux droites D1 et D2, ici, sont séquentes. Si elles sont séquentes, ça veut dire qu'elles n'ont pas la même direction dans le plan P. Si elles n'ont pas la même direction, ça veut donc dire que les vecteurs directeurs U et V n'ont pas la même direction, et donc ça veut dire que les vecteurs U et V sont donc non collinéaires, ils sont donc non collinéaires. S'ils sont non collinéaires, eh bien ça veut dire que ils peuvent former une base du plan P, c'est-à-dire que n'importe quel vecteur du plan P va pouvoir être décomposé en fonction de U et de V. Alors, maintenant, nous allons démontrer que la droite D, qui est ici en bleu et qui est orthogonale à la droite D1 et à la droite D2, va être orthogonale à n'importe quelle droite. Donc il nous faut une quatrième droite. Cette quatrième droite, nous allons l'appeler delta. Et donc je vais la faire passer par exemple ici. Voilà. La droite delta. Cette droite delta, on va dire qu'elle a un vecteur directeur W. Donc vecteur directeur W que je fais ici en violet. Donc comme ceci, voilà, vecteur directeur W. Hop, voilà, imaginons ce vecteur-là. Donc, ici, que peut-on dire? Eh bien, comme W est un vecteur du plan P, il peut s'exprimer en fonction des vecteurs non collinéaires U et V, puisque nous avons vu ensemble que quand
on a deux vecteurs non collinéaires comme U et V, on peut décomposer n'importe quel vecteur de ce plan, en particulier W, en disant que W va donc être égal à alpha, alpha U plus bêta V, hein, c'est-à-dire deux nombres, alors qu'on va appeler plutôt X et Y. Donc ici, il existe donc deux réels, X et Y, tels que W s'écrit X fois le vecteur U plus Y fois le vecteur V. Et l'idée, c'est qu'on va donc calculer le produit scalaire de W et du vecteur n. Donc W scalaire n, qu'est-ce que c'est? W scalaire n, eh bien, je vais l'écrire ici. W scalaire n, c'est donc le vecteur W scalaire le vecteur n. Et donc le vecteur W peut être remplacé par ce qu'on a dit, c'est-à-dire x fois le vecteur U plus y fois, c'est point y, plus y fois le vecteur v, le tout scalaire n. On peut bien sûr développer cette expression, ça fait donc x facteur de u scalaire n plus y facteur de v scalaire n. Mais rappelez-vous, le vecteur directeur n, il est orthogonal à v et à u parce que la droite d est orthogonale à d1 et d2. Donc ça veut dire que n scalaire u va valoir 0. Donc ici, on peut donc indiquer que ce produit scalaire vaut 0, puisque le vecteur u et le vecteur n sont orthogonaux. De la même façon, v scalaire n va aussi être égal à 0, puisque la droite d et la droite d2 sont orthogonales, le vecteur n et le vecteur v sont orthogonaux, et donc au final, w scalaire n va donc être égal à 0. Ce qui signifie que w scalaire n étant égal à 0, ça signifie que w et n sont des vecteurs orthogonaux. Et si w et n sont des vecteurs orthogonaux, eh bien ça veut donc dire que la droite d, elle est orthogonale à la droite delta. Et donc là, nous avons démontré que si la droite bleue est orthogonale aux deux droites rouges, alors obligatoirement, elle est orthogonale à la droite noire. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce théorème. Dans cet exercice, on va déterminer si un vecteur est normal à un plan. Alors ça, c'est le plus facile. Pour déterminer si un vecteur est normal à un plan, la plupart du temps, il suffit de démontrer que ce vecteur est orthogonal à deux vecteurs de ce plan. Donc ici, on va se placer dans un cube A, B, C, D, E, F, G, H, et l'objectif est de démontrer que le vecteur CF est normal au plan A, B, G. Alors, on va regarder de plus près le dessin. Où se situe le vecteur CF? Le vecteur CF, c'est le vecteur qui est en rouge. Et le plan ABG, comme vous pouvez le voir, c'est le plan qui est en bleu. Alors on pourrait faire une démonstration pour démontrer que la droite CF est orthogonale à deux droites séquentes du plan CBA, enfin ABG, le plan bleu, comme on a fait dans tous les chapitres précédents sur l'espace, mais ça serait trop long parce que ici nous avons des coordonnées. Nous avons un repère qui est en vert, le repère B, BA, BC, BF, dans lequel nous allons pouvoir donner les coordonnées des points. Donc je vais vous laisser faire cet exercice. Vous prenez le temps d'arrêter la vidéo et vous me remplissez les coordonnées de A, de B, de C, de F, de G. Du coup, vous me calculez les coordonnées de CF, les coordonnées de BG, les coordonnées de AB. Vous me calculez CF scalaire BG grâce à la formule xx' plus y plus zz', CF scalaire AB avec la même formule. Et donc, normalement, vous allez obtenir des résultats. Et ces résultats, normalement, ils vont vous indiquer quelque chose qui fait que vous allez pouvoir remplir que CF est à deux vecteurs non collinaires de ABG. Donc, CF est, et il faudra conclure ici, par normal à ABG. Donc, je vous laisse faire l'exercice. Vous marquez une pause et vous revenez dès que vous l'avez terminé.
Nous passons à la correction. Donc dans le repère BBA, BC, BF, eh bien le point A, lui, sera de coordonnées 1, 0, 0. Donc le point qui est ici. Le point B, lui, sera, étant donné que c'est le centre du repère, sera de coordonnées 0, 0, 0. Le point C, vu qu'il est l'extrémité de la deuxième unité, sera donc le point de coordonnées 0, 1, 0. Le point F, même chose, vu qu'il est l'extrémité de la troisième unité, sera le point de coordonnées 0, 0, 1. Et puis après, le point G, lui, sera de coordonnées 0, 1, 1. Du coup, on peut calculer le vecteur CF en faisant bien sûr les coordonnées de F 0, 0, 1 auxquelles on enlève les coordonnées de C 0, 1, 0 et on obtient le vecteur 0, moins 1 et 1. De même façon, on trouvera BG de coordonnées 0, 1, 1 et AB de coordonnées moins 1, 0, 0. Et puis donc du coup, on va calculer CF scalaire BG. Donc pour calculer CF scalaire BG, on va donc utiliser la formule. Donc on va faire la chose suivante. CF scalaire BG, on va faire 0 fois 0, plus moins 1 fois 1, plus 1 fois 1. Et au final, on trouve 0. Et de la même façon, on va calculer CF scalaire AB. Donc on va faire 0 fois moins 1, plus moins 1 fois 0, plus 1 fois 0. Et au total, on va trouver 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que CF et BG, étant donné que leur produit scalaire est nul, ça signifie que CF et BG sont orthogonaux. Ça signifie aussi que CF et AB, de la même façon, sont orthogonaux. Et donc, du coup, on va pouvoir conclure, c'est que... c'est que CF est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABG. Et comme les deux vecteurs, alors il faut bien vérifier que les deux vecteurs sont non collinaires, hein, c'est-à-dire ici BG et AB, il est évident qu'ils sont non collinaires puisqu'on ne passe pas de l'un à l'autre en multipliant par un nombre. Et donc comme ces deux vecteurs sont non collinaires, ils forment une base du plan ABG, et donc ça signifie que CF est normal à ABG. Donc ici, une méthode absolument indispensable à retenir. Pour démontrer qu'un vecteur est normal à un plan, il suffit d'arriver à démontrer que ce vecteur est orthogonal à deux vecteurs qui sont inclus dans ce plan. Ou en tout cas même dans la direction de ce plan. Donc ça, vraiment, méthode indispensable et relativement facile à faire. Deuxième exercice que nous allons faire ensemble, c'est déterminer un vecteur normal à un plan. On a un repère orthonormé, on place des points A, B et C, et l'idée c'est de déterminer un vecteur normal au plan ABC. Donc je rappelle ce dont il s'agit. Un vecteur normal, c'est donc un vecteur qui va être orthogonal à deux vecteurs du plan ABC. Deux vecteurs non collinéaires, c'est ça qui est aussi important. Donc ici, on va prendre deux vecteurs du plan ABC. Donc on va prendre le vecteur AB. Donc ici, vous calculerez les coordonnées du vecteur AB que vous calculerez ici, les coordonnées du vecteur AC que vous calculerez ici. Et il va falloir maintenant trouver les coordonnées d'un vecteur normal. Alors pour savoir combien elles valent, on va les nommer, on va les appeler A, B et C. Et on va expliquer que ce vecteur n de coordonnées ABC, comme il doit être orthogonal à AB et AC, vous aurez bien sûr vérifié très rapidement que AB et AC ne sont pas collinéaires, il faudra que le produit scalaire du vecteur n avec AB et le produit scalaire du n avec AC soit égal à 0. Du coup, vous pourrez en déduire des équations qui concernent A, B et C, et par résolution d'un système, vous pourrez trouver des conditions sur A, B et C. Et par exemple, en fixant une des valeurs, donc ici moi j'ai choisi de fixer B égale 1, alors vous pourrez trouver C et A, et vous trouverez un vecteur normal du plan ABC. Alors ici, peut-être serait-il judicieux de remplacer le par 1. Parce que en fait, à chaque fois que je vais fixer B, je vais trouver des valeurs de C et de A, et donc je vais trouver d'autres vecteurs normaux au plan ABC. Il y en a en fait une infinité des vecteurs normaux. Imaginez un plan, je me mets face à la caméra, imaginez un plan, et bien un vecteur normal, c'est un vecteur qui ressemble à un stylo planté dans le plan comme ça, et donc j'en ai plein de différentes tailles, de différents sens. Donc voilà.
faut bien comprendre que c'est pour ça que ici, dans ce système-là, vous n'allez pas trouver une solution, mais vous allez trouver des conditions pour A, B et C. Donc, je vous laisse faire cet exercice. Vous prenez le temps de le faire et on se retrouve dans 5 minutes quand vous l'avez fini pour la correction. Bien, nous faisons la correction. On se place donc dans le repère orthonormé et on a les coordonnées de A, B et C. On détermine le vecteur normal au plan ABC et donc on va donc prendre comme vecteur directeur du plan ABC, le vecteur AB et le vecteur AC. Le vecteur AB, on calcule les coordonnées en faisant les coordonnées moins 1, 3, 1 auxquelles on enlève 1, 2 et moins 2, donc on obtient moins 2, 1 et 3. Pour le vecteur AC, on va donc prendre les coordonnées de C, 2, 0 et moins 2, auxquelles on enlève les coordonnées de A, 1, 2 et moins 2, ce qui fait le vecteur de coordonnées 1, moins 2 et 0. On appelle N le vecteur AB, de coordonnées ABC qui sera orthogonal au plan ABC. Et donc ce vecteur va être tel que les n scalaires AB va être égal à 0 et n scalaire AC va être égal à 0 puisque, rappelez-vous, un vecteur normal à un plan est un vecteur qui est orthogonal à tout vecteur inclus dans ce plan et donc en particulier à AB et à C. Du coup, on va, à l'aide des coordonnées, on va calculer ces produits scalaires. Donc, alors je vais essayer de montrer ce qui se passe. N scalaire AB, c'est donc A fois moins 2, plus B fois 1, plus C fois 3, ce qui s'exprime moins 2 plus B plus 3C. Et l'ensemble va valoir 0 puisque N et AB sont des vecteurs orthogonaux. De la même façon, pour calculer N scalaire AC, on va donc faire A fois 1 plus B fois moins 2 plus C fois 0. Et N scalaire AC étant égal à 0, on va donc dire qu'on obtient A moins 2B égale à 0. Du coup, on obtient un système que je vais agrandir ici pour qu'on puisse raisonner dessus. Sur ce système, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire, grâce à la deuxième ligne, une substitution, c'est-à-dire que le moins 2b ici, on va le faire passer de l'autre côté, et on va donc obtenir que A est égal à 2b. Du coup, le A qui est ici va pouvoir être remplacé par 2b. Donc du coup, j'obtiens moins 2 fois 2b, qui va faire moins 4b plus b. Au total, ça fera moins 3b. Plus 3c égale 0. Et moins 3b plus 3c égale 0, quand on met tout ceci, quand on divise par moins 3 et qu'on met b et c de chaque côté, on obtient c égale b. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ceci, ce sont les conditions qu'on doit avoir sur A, B et C pour que le vecteur n soit normal, soit orthogonal au vecteur AB et AC. Du coup, on va choisir B égale 1. Alors on peut choisir B égale 2, B égale 3, ce qui va nous donner autant de réponses possibles. Il n'y a pas qu'une seule réponse possible. Donc prenons par exemple B égale 1. Du coup, si B égale 1, C vaudra 1 aussi. Si B égale 1, du coup, A vaudra 2. Et donc du coup, on va pouvoir conclure que, par exemple, le vecteur n de coordonnées, alors A égale 2, B égale 1, C égale 1. Donc le vecteur n de coordonnées 2, 1, 1 est donc un vecteur normal au plan ABC. Pour demain, vous me ferez, toujours dans la page 325, vous me ferez le numéro 3, alors page 325, vous me ferez le numéro 3 où on a deux cubes qui sont disposés comme indiqué dans la figure, où on a I qui est au milieu de EF, et le but de l'exercice est de montrer que le vecteur DJ est un vecteur normal au plan BIG. Donc la première chose qu'on vous demande, c'est de montrer que BI scalaire AJ est égal à 0. Et deuxièmement, de démontrer que BI scalaire DJ est égal à BI scalaire AJ et GI scalaire DJ est égal à GI scalaire AJ.
Et puis à la fin, de déduire de la question précédente, donc que finalement, DJ est un vecteur normal au plan BIG. Attention, dans cet exercice, il y a une difficulté supplémentaire, il n'y a pas de coordonnées. Alors, il y a deux solutions pour faire cet exercice. Soit vous décidez d'un repère, donc par exemple, je ne sais pas, un repère qui serait de centre A, avec le vecteur AB, le vecteur AD, le vecteur AE par exemple, et vous trouvez les coordonnées des points. Donc ça c'est une méthode qui est tout à fait licite, vous avez le droit de dire dans un exercice, je prends l'initiative de mettre un repère. Soit vous faites l'exercice sans repère en utilisant des relations de Chasles ou en essayant de faire ce qu'on appelle des produits scalaires avec des projections, comme on a vu au début du chapitre. Ça marche aussi très bien. Donc à vous de voir la solution que vous voulez faire pour ce numéro 3, page 325. Vous me ferez aussi l'exercice numéro 4. Donc là, vous avez un repère, vous avez des points, des vecteurs. Donc il faut démontrer que U et V ne sont pas collinéaires, donc ça c'est très facile. Hein, je rappelle que deux vecteurs sont collinéaires si leurs coordonnées sont proportionnelles les unes par rapport aux autres. Et ensuite on doit démontrer que le vecteur AM est un vecteur normal au plan P, défini par le point A et les vecteurs U et V. Donc ça c'est très facile à faire. Voilà, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Donc numéro 4 à faire pour demain. Vous me ferez dans le même estribiri le numéro 5. Dans un repère orthonormé, on donne des points A, B et C. On doit vérifier que les points ne sont pas alignés, donc ça veut dire que ça forme un plan, et notamment que vous pouvez avoir des vecteurs non collinéaires dans ce plan. Et ensuite, vous avez prouvé que le vecteur n de coordonnées 3, moins 1 et 2 est normal au plan ABC. Donc là, pareil, c'est un exercice relativement facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On corrigera ça demain. Et puis à demain.